Bienvenue à tous sur le webinaire « Je différencie le CEP et le bilan de compétences ». Quelques règles et consignes avant de démarrer. Vous allez avoir la possibilité de poser vos questions via le chat et nous y répondrons au fil de l'eau et en fin de webinaire sur les dernières questions qui n'auraient pas été balayées en direct pendant le déroulé du webinaire. On inscrit ce webinaire dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Elle se déroule depuis lundi 6 octobre jusqu'à vendredi prochain, donc le 17 octobre. Elles sont organisées en co-organisation avec l'APEC et Avenir Actif, qui sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants. Elle s'organise, ces semaines de l'évolution professionnelle, en associant bien entendu des partenaires régionaux et nationaux sur certaines thématiques. Et ces événements sont 100% digital, gratuits et accessibles à tous. Et on place effectivement l'évolution professionnelle au cœur du programme de ces 75 webinaires thématiques qui vous sont proposés. Je vous dis bonjour à tous, je suis Sophie Le Breton et je suis responsable régionale des partenariats concernant le conseil en évolution professionnelle en Bretagne. Bonjour, et moi je travaille avec Sophie, donc je suis référente partenariat de conseil en évolution professionnelle pour le Finistère et aussi conseillère en évolution professionnelle sur le terrain. Alors, je vais commencer ce webinaire, donc bienvenue à tous à nouveau, et faire bien le distinguo entre le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences. Quelles sont les différences? Donc, nous allons aborder, Sophie et moi, en fait, le bilan de son compétence. KESACO, c'est quoi? Le service Mon conseil en évolution professionnelle, de la même façon, on va le dérouler. Quelles sont les différences, similitudes et complémentarités? Et après, on va vous parler de l'articulation entre le bilan de compétences et mon CEP. Bien sûr, on vous laissera entre deux du temps pour poser vos questions, enfin surtout pour y répondre. On prendra du temps pour y répondre et aussi à la fin. Alors, le bilan de compétences, c'est une thématique hyper intéressante. Moi-même, j'ai des personnes en suivi de manière régulière. Donc, c'est avant tout un dispositif de droit commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inscrit dans la loi. Et du coup, ça se déroule dans un cadre légal. Hein, ça, c'est vraiment important à le retenir parce que voilà, c'est un service qui est inscrit dans la loi. Donc, ce service, il est confidentiel, impartial, neutre, et par contre, il est payant. Hein, ça, c'est un point important. On verra après comment est-ce qu'on le finance. Il a pour objet, en fait, de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation. On va voir plus loin, vous inquiétez pas, en quoi ça consiste. Le bilan de compétences, c'est pour qui? En fait, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour les salariés du secteur privé, les salariés du secteur public, les indépendants, les demandeurs d'emploi. Simplement, les financements vont être parfois différents, mais parfois communs aussi. Et ça peut être aussi réalisé quand on est en maladie. Simplement, il faut demander la permission à la CPAM, puisqu'en fait, la nature juridique, en fait, du bilan de compétences, ça rentre dans le droit commun de la formation. Et du coup, il faut demander, en fait, comme c'est considéré comme une formation, il faut demander la permission à la CPAM de réaliser son bilan de compétences, mais généralement, c'est possible. Et il n'y a pas de limitation d'âge pour réaliser son bilan de compétences. Ça, c'est important. Le monde des seniors, on en parle beaucoup en ce moment, donc sachez qu'il n'y a pas de limite. Alors, le bilan de compétences, quels sont les objectifs? Alors, explorer de nouvelles possibilités, hein. Des gens arrivent quelquefois et puis disent: «Voilà, ah bah, maintenant j'ai fait ci ou ça et puis maintenant j'ai envie de voir quel est le champ des possibles». C'est pas forcément que la personne se sent mal, mais elle a envie de voir ce qu'il en est, ou alors elle commence à voir, il peut y avoir en fait des soucis dans la société, ou il peut y avoir un déménagement et puis sur le territoire où elle va aller, elle veut savoir comment ça se passe. Il y a plein, plein, plein de motifs pour venir faire un bilan de compétences, et il y en a pas un seul mauvais, d'accord? Ça vous permet en fait de prendre le temps et de faire le point sur votre situation. Ça, c'est vraiment important parce que ce bilan de compétences, vous allez voir, il dure quelques heures, et on va de manière très concrète vous aider à verbaliser qui vous êtes, c'est votre personnalité, votre savoir-être, comment vous fonctionnez, hein, votre mode d'emploi, hein, parce qu'on n'a pas tous le même, vos motivations, ça c'est hyper important, hein, motivation, c'est la même racine que le mot moteur, c'est ce qui fait que vous avancez ou pas. Et après, en fait, on va aussi identifier, ce que vous avez dans votre sac à dos pour faire tout ça, c'est-à-dire la notion de compétence.
et tout ça, c'est analysé, c'est vraiment ça prend beaucoup de temps et ça permet après de se projeter, d'identifier différentes voies possibles et éventuellement de se reconvertir ou pas, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est dans un projet, c'est dans un cheminement de carrière à l'instant T de votre carrière. Alors ça permet aussi de gagner en confiance parce qu'une fois qu'on a identifié tout ce qu'on avait dans son sac à dos, parce que vous demandez à quelqu'un: «Quelles sont tes compétences clés dans ton travail?» Il va en dérouler trois quatre et encore on a de la chance s'il en déroule trois quatre. Mais la plupart des gens ne savent pas parler de ce qu'ils font, de comment ils le font, de leurs atouts pour le faire et une fois qu'on a déroulé tout ça, je peux vous dire que la plupart des gens qui ont réalisé un bilan de compétences me disent: «En tout cas, s'il y a bien s'il y a bien quelque chose qui m'a servi, c'est que vraiment j'ai gagné en confiance et je me sens mieux». Parce que j'ai en fait, ça aide les personnes à retrouver et à réidentifier leurs ressources, hein. C'est ce que je dis quand je mets la métaphore du sac à dos, hein. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos? Voilà. C'est aussi, bah, bien sûr, une fois qu'on a déroulé tout ça, c'est savoir parler de soi et de se mettre en valeur. Savoir parler de soi de manière objective en en mettant en relief, en fait, ce qu'on est capable de faire et aussi ce qu'on n'est pas capable de faire et ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Ça, c'est important pour pouvoir poser le cadre et savoir où on va et comment on y va et ça permet aussi potentiellement de trouver l'emploi qui vous plaît et qui vous correspond, bien sûr. Alors, de manière très pragmatique, en fait, le bilan de compétences, la durée maxi, c'est 24 heures. On a aussi possibilité de faire des bilans, ce qu'on appelle modulaires. Je vous ai dit, en fait, on travaille par exemple sur différentes thématiques et ça, c'est vraiment travailler en amont quand au premier rendez-vous, quand on rencontre la personne, de qu'est-ce que de quoi la personne a besoin pour avancer sur son projet. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à 24 heures et bon, généralement, c'est 10-12 heures au minima. Sur la durée, en fait, souvent, c'est noté 2-3 mois, en fait, hein, dans les centres bilan de compétences. Alors la première partie, ça peut aller assez vite parce que, ça nécessite uniquement la présence du consultant qui accompagne le bénéficiaire et le bénéficiaire et puis il y a des séances qui sont prévues, qui sont prévues à certaines cadences en fonction des disponibilités de chacun et des avancées du travail effectué. Parce qu'en plus, effectivement, des rendez-vous, il y a un peu de travail en dehors et les rendez-vous sont d'une durée d'1 heure et demie à 3 heures. Par contre, en fait, sur la deuxième partie, quand on va explorer, en fait, sur le terrain, le champ des possibles, si c'est réaliste et réalisable par rapport à moi, mais aussi au marché du travail et puis, à l'environnement, voilà, bah, là, en fait, on va aller, il y a d'autres acteurs qui vont rentrer, dans le jeu et là, c'est ce qui fait que quelquefois, ça dure un peu plus que 2 à 3 mois. Mais en tout cas, quelque chose est certain, c'est qu'il y a une limite qui est fixée et une limite de temps, hein. De toute façon, il y aura un certain nombre de rendez-vous qui seront prévus. S'ils ne sont pas dans ces 2-3 mois, ils seront décalés légèrement après, mais en tout cas, il y a une limite de temps. Ça, c'est important et évidemment, on dispose de plusieurs modalités, hein, le présentiel, le distanciel ou quelque chose de mixte en fonction, évidemment des besoins de la personne qui est suivie en bilan de compétences, hein. Un bilan de compétences peut aussi se dérouler sur temps de travail. Le salarié peut, adresser une demande d'autorisation d'absence et l'employeur, hem, il peut refuser bien sûr. Si c'est réalisé sur temps de travail en fait, évidemment en fait qu'il y a un maintien de la rémunération. Heu, c'est accepté dans certains cas en fait, quand l'entreprise souhaite participer. Par exemple, il commence à y avoir des limites, fonctionnelles. La personne ne peut plus exercer, son métier, ou tout simplement, en fait, la personne, elle dit: «Bah, en fait, j'ai fait le tour de la question et là, j'ai envie de voir autre chose». Certaines entreprises participent, en fait, à cet exercice et permettent aux salariés de le réaliser sur le temps de travail. C'est une question qui mérite d'être posée. Alors, comment ça se passe de manière très concrète? Pour le premier rendez-vous, personnellement, je conseille de contacter 3 centres bilan de compétences. Alors pourquoi 3 au moins? C'est parce que si on n'en voit qu'un, c'est un peu par défaut qu'on c'est pas un choix. Un choix, c'est quand on a plusieurs possibilités et ça, c'est une règle qu'on garde tout au long du bilan de compétences, hein. C'est pas seulement pour le choix du bilan, mais c'est après aussi. Hem, on dans ce lors de ce premier rendez-vous, en fait, on analyse la demande de la personne qui arrive. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous voulez, démarrer un bilan de compétences? Quelles sont vos motivations? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a d'autres motifs, que dont vous voulez me parler? Et vous,
le bilan de compétences, ça sert à quoi et pour vous, comment ça va se passer? Là, ça permet de bien clarifier, en fait, comment est-ce qu'on va avancer parce que quelquefois, il y a des personnes qui ont dans l'idée que c'est nous, comme si on avait une baguette magique, nous les consultants qui allons dire: «Ah bah, franchement, vous êtes faits pour ça». Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est, vraiment, en fait, le travail réalisé par le bénéficiaire qui est guidé par le consultant, le conseiller, qui permet de trouver des voies, hein, ça c'est important. Donc en fait, l'analyse de la demande, c'est à la fois quel est votre contexte, quelle est votre demande, de poser des questions pour bien clarifier la demande. Derrière la demande, est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Et voilà, de faire un compte rendu à la personne pour qu'elle puisse, et puis, dans ce 1er rendez-vous, parler aussi des modalités. Est-ce que vous réalisez aussi des rendez-vous à distance? Est-ce que, par exemple, en fait, vous travaillez en dehors des heures de travail? Parce que beaucoup de personnes qui réalisent leur bilan de compétences le font en parallèle de leur travail, donc ils travaillent à plein temps. Donc, est-ce que c'est possible de faire ça le soir ou éventuellement le samedi matin? Voilà, donc tout ça, c'est validé en fait, en théorie, lors de ce 1er rendez-vous et ce 1er rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est gratuit. C'est un rendez-vous en fait pour valider, pour permettre de valider un choix de centre bilan. Voilà et après la personne, c'est vraiment sans engagement et la personne en théorie repart avec un écrit, soit en live, soit en décalé de ce qui a été dit, qui lui permettent en fait après d'affiner en fait voilà, son choix, hein. Le bilan de compétences après, la phase préliminaire, en fait, elle commence déjà lors de l'analyse de la demande, puisqu'on a déjà commencé à lui poser quelques questions et là, on va reposer le décor, si je peux m'exprimer ainsi et on va inviter la personne à on l'aide à reformuler et puis on commence déjà à aller un petit peu plus loin du parcours, de comment est-ce qu'elle est arrivée là, pourquoi est-ce qu'elle est là. Voilà, on va reposer le décor et on va installer clairement un programme à ce moment-là et après on va passer à la phase d'investigation. La phase d'investigation pour moi, elle est en 2 parties. La première partie, on fait focus en fait sur l'intéressé, sur le bénéficiaire. C'est là en fait, sur cette première partie où on va vraiment, identifier, les éléments qui sont présents dans le sac à dos, les compétences. Cette notion de compétence en fait, il y a les savoirs, c'est-à-dire les connaissances, les savoir-faire, ce que je sais faire et puis les savoir-être, ma personnalité et aussi les motivations. Hein, ça c'est important parce que souvent il y a des personnes qui confondent: «Je sais faire donc j'aime». C'est pas une évidence, hein, moi je sais très bien passer l'aspirateur et puis voilà. Donc phase d'investigation, donc première partie en fait, une fois qu'on a posé le décor, qu'on a posé en fait: «Qu'est-ce que je sais faire? Comment je le fais? Mon mode d'emploi, mes besoins pour le faire, mes motivations». Ça nous permet d'identifier déjà des pistes de domaines d'activité ou alors la personne arrive déjà avec une idée, parce que ça arrive aussi assez souvent. La personne arrive avec une idée et du coup, on va garder ça en fond. Voilà, c'est vraiment une thématique sur laquelle on va travailler. Comment ça se passe dans ce métier? Et là, la personne va aller d'abord investiguer sur internet, hein. On a des outils aussi, enfin, suivant, enfin, quand je dis nous, les centres bilans ont des outils, généralement, en fait, professionnels pour, des logiciels métiers, pardon, je cherchais le mot, des logiciels métiers qui permettent d'investiguer sur les métiers avec des thématiques très précises en termes d'emploi, en termes de compétences, en termes de structures qui embauchent dans ce domaine et après en fait, on garde toujours aussi, avec, la personnalité, les motivations, un plan B. Ça, c'est important en fait, on commence à investiguer sur un plan A et un plan B parce que des fois que le plan A fonctionne pas. Le plan A, en fait, si ça se trouve, il peut fonctionner, il est mis en œuvre nickel, on trouve un financement, s'il y a formation ou pas, on trouve voilà. Mais s'il n'est pas possible, c'est peut-être pas possible dans l'immédiat, c'est peut-être possible par la suite, on garde toujours un plan B pour sécuriser le projet. On est là aussi pour sécuriser et cette deuxième phase d'investigation va aller sur le terrain. En fait, tant qu'on n'a pas interrogé un professionnel, un expert, on ne sait pas si l'idée que je me suis faite du métier, ça correspond. Parce que l'humain n'est pas linéaire. C'est pas parce que dans la case des pour, il y aura 20 lignes, il peut y avoir un élément rédhibitoire dans le contre et l'humain est ainsi fait. Quelquefois, il y a un élément qu'on n'avait pas vu sur papier, sur les réseaux, sur internet. En interrogeant quelqu'un, on n'avait pas vu parce que les gens qui acceptent de répondre à des enquêtes métiers, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier et souvent, ils occultent sans faire exprès
la partie un petit peu plus obscure, la partie moins sympa du métier. Donc en fait, nous, on encourage fortement les gens à réaliser ce qu'on appelle une PMSMP, une période de mise en situation professionnelle, pour vérifier que leur vision du métier correspond au terrain. C'est-à-dire qu'on les envoie, enfin on leur propose d'observer le métier et là, en fait, souvent, il y a des gens, en fait, qui changent complètement d'avis et ça permet de basculer sur le plan B et de faire le même exercice sur le plan B. Donc c'est pour ça que ça dure quelquefois plus que ce qui a été prévu initialement parce que ça va dépendre aussi des interlocuteurs en face et il y a aussi des délais de mise en place de PMSMP et cetera. On arrive après sur une phase de conclusion. Dans cette phase de conclusion, en fait, on va vraiment, en fait, détailler les résultats, recenser, en fait, les conditions, moyens favorisant la réalisation du projet et prévoir les modalités, les étapes qui restent à faire. Parce que quelquefois, en fait, il y a peut-être, contacter, en fait, un tel ou contacter un centre de formation ou il peut y avoir encore un plan d'action vraiment qui est formalisé et généralement quelques mois après, on propose un rendez-vous pour faire le point de ce qui a été vraiment réalisé et ça permet de garder une dynamique dans ce projet. Voilà, je vous promets sur les autres diapos, je ne resterai pas aussi longtemps, mais là, c'était un peu le cœur du sujet. Voilà. Le bilan de compétences, quel financement? Hein, c'est pour ça que j'en ai pas parlé avant. Pour les salariés du secteur privé, il y a le compte personnel de formation qui peut être mobilisé. Il y a le plan de développement des compétences avec l'opérateur de compétences employeur, les abondements employeurs et les financements personnels. Pour les salariés du secteur public, pareil, il y a le compte personnel de formation. Alors, certains salariés se demandent en fait si, en fait, ils ont quelquefois alterné secteur public, secteur privé. Sur le CPF, pour les salariés du secteur privé, c'est exprimé en euros. Pour les salariés du secteur public, c'est exprimé en heures. Voilà, ça peut être un petit truc pour savoir. Et les heures du CPF public peut être transformé en euros sur du privé. Enfin, ça, c'est des astuces que vous pourrez voir avec un conseiller en évolution professionnelle. On en parlera tout à l'heure si nécessaire. Mais c'est un sujet. La fonction publique, c'est mairie, rectorat, université, ANFH, financement personnel également. Pour les indépendants, c'est aussi le compte personnel de formation, un fonds d'assurance ou alors financement personnel. Et pour le demandeur d'emploi, vous voyez, le CPF est vraiment commun à tout le monde. Il peut y avoir une aide individuelle de formation par France Travail et un financement personnel. Voilà, pour les différentes modalités de financement. Alors peut-être avant de commencer la présentation de mon conseil en évolution professionnelle, s'il y a des questions. Alors j'ai répondu à une question dans le chat qui concernait effectivement une demande par rapport à une personne en congé maladie et la possibilité de faire un bilan. Effectivement, c'est possible, il faudra juste avoir l'autorisation du médecin de la CPAM pour pouvoir maintenir les IJ, puisque ce que disait effectivement tout à l'heure Emmanuel, le bilan de compétences est considéré comme une action de formation. Donc, il faut effectivement une autorisation du médecin du travail, mais c'est parfaitement possible de dérouler un bilan pendant qu'on est en arrêt maladie. On verra que c'est aussi le cas pour le conseil en évolution professionnelle et que là, on n'a pas spécialement besoin là, de l'aval du médecin. A priori, je ne vois pas de questions dans le chat sur cette première partie. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va poursuivre, nous, le déroulé et on fera effectivement aussi une petite pause à la fin de la présentation du conseil en évolution professionnelle pour répondre aux questions échéantes. Alors, quel est le coût d'un bilan de compétences? Ça, Manel, Alors, ça varie suivant les cabinets, Ouais. en fait, mais généralement, ça va de 1 800 à, j'ai On peut entendu monter jusqu'à 2005 sans souci pour oui, certains. oui, sans problème, hein. J'ai entendu, en fait, des cabinets, en fait, enfin, j'ai entendu des personnes me dire: «Mais comment ça se fait qu'il y a telle différence de prix?» Mais là, en fait, ce sont des cabinets privés, hein, donc effectivement, ils peuvent, fixer les prix, comme ils veulent. C'est pour ça qu'il est important aussi de bien aller voir au moins trois structures pour le bilan. Ça vous permet aussi de voir quelles sont les modalités pédagogiques proposées, de travail, et de pouvoir juger effectivement aussi par rapport au coût proposé pour la réalisation du bilan, de ce qui vous convient, de ce qui vous semble correct, en tout cas au regard de ce qui vous a été présenté. Le CPF, il y a une question qui est là, le CPF, peut-il être utilisé quand on est demandeur d'emploi? Oui, ça reste un compte personnel de formation.
Voilà, je ne sais pas comment le formuler autrement, Sophie. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est Voilà, effectivement la c'est personne peut personnel. parfaitement, Voilà. ouais, tout à fait, acheter elle-même cette action de formation qu'est le bilan de compétences. Voilà. Ou trouver des structures pour réaliser un bilan de compétences. On va pouvoir faire une première recherche sur le compte personnel de formation. Il y a des accès. Et autrement, on peut trouver aussi un appui auprès du conseil en évolution professionnelle. On va le voir qu'effectivement, on peut avoir cette démarche en amont de la réalisation d'un bilan. Le conseil en évolution professionnelle peut vous aider à identifier les acteurs qui sont sur le territoire, qui proposent effectivement le bilan de compétences. Alors, est-ce qu'on a des partenaires à recommander, labellisés ou certifiés? Alors, en tant que conseiller en évolution professionnelle, nous avons une posture neutre obligatoire et on n'a pas le droit de prescrire, ni de recommander. Par contre, on peut aider les personnes à poser les bonnes questions, hein, à poser certaines questions, en fait, qui permettent de faire un choix. Voilà. Ça, c'est, autre chose à rajouter, Sophie, sur, cette partie-là, en fait, parce que Mmh. c'est vrai que c'est pour ça qu'on recommande vraiment de choisir, enfin de contacter plusieurs centres, hein. Ça permet vraiment de faire un choix, voilà, et de comparer, voilà, de faire une comparaison. Hem, Mmh. Alors, il y a une question concernant une personne qui est dans la fonction publique et qui a eu un retour de son employeur qui lui dit qu'il n'y a pas de bilan de compétences disponible pour l'instant. Alors, je pense que ça concerne un financement du coût de l'employeur dans ces cas-là. mmh. Oui, parce que on peut toujours en réaliser de manière privée avec un financement, personnel. Voilà. Effectivement, en fait, l'employeur n'a pas l'obligation de financer. Alors effectivement, il y a un commentaire, si on utilise son CPF pour faire un bilan, il restera bien moins de fonds sur le CPF pour éventuellement une formation par la suite. Oui, effectivement, ce qu'on disait, le bilan a un coût et si on le prend effectivement en financement par le CPF, qui reste quand même le moyen le plus courant pour financer le bilan, et surtout à la main, du salarié, bah, ça va effectivement ponctionner le montant du porte-monnaie, si je peux m'exprimer comme ça, et qui du coup, d'avoir moins de fonds pour, financer des formations par la suite. Mais, c'est pas peut-être pas l'élément qui va bloquer. Il y a d'autres dispositifs de financement de formation qui peuvent peut-être intervenir pour, financer l'action de formation. Alors, il y a une question, en fait, quelles sont les questions à poser pour trouver le bon partenaire? En fait, ça va être vraiment, en fait, en fonction des profils, mais il y a déjà, en fait, alors même si c'est pas, certifié exact à 100, mais il y a les avis sur internet. Il y a depuis combien de temps existe le centre bilan? Est-ce qu'ils sont certifiés? Hein, il y a une certification Qualiopi qui est un cahier des charges, de formation, qui bah, voilà, ça certifie de la qualité de la prestation. Après en fait, vous pouvez aussi, hem, voilà, de demander à votre entourage en fait, hein. Quelquefois, on va chercher sur internet ce qu'on peut demander à l'entourage et il y a pas mieux en fait que le bouche à oreille. C'est ce qu'on dit la plupart du temps. Est-ce que tu as été satisfaite ou pas? C'est pas pour autant que ça vous satisferez vous, mais il y a tout un panel de questions en fait après, ça peut être aussi le cursus, des personnes qui sont salariées, enfin des consultants. Ça peut être, depuis combien de temps vous en faites? Voilà, ça change tout. Alors c'est pas parce que quelqu'un fait du bilan de compétences depuis 2 mois qu'il va être moins compétent, mais quelqu'un qui en fait depuis 10 ans aura forcément un recul, différent. Voilà, hein, je sais mais vous trouvez ce genre d'infos et puis, auprès d'un conseiller en évolution professionnelle qui vous aide à le faire sur mesure pour vous, quand vous en avez besoin. Voilà, c'est important. On va en parler tout à l'heure, hein, justement de cette nuance, de comment vous pouvez articuler les 2 ou un seul, hein, voilà, hein, Mmh, tout à fait. Donc sur ce que je vous propose, c'est de vous présenter effectivement le conseil en évolution professionnelle et vous expliquer ce que c'est et comment il s'articule effectivement avec le bilan. Et effectivement, on verra qu'il a aussi, vocation à être utilisé, aussi en dehors de ce cadre de réflexion, par rapport au projet professionnel.
Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est effectivement un dispositif qui a été mis en place, qui est donc un service public destiné à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle. Et le cas échéant, d'élaborer ou de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie qui va viser une évolution professionnelle. Donc, ce dispositif, à la différence du bilan de compétences, est un dispositif gratuit puisqu'on est sur un service public. Il y a de la confidentialité puisque ce dispositif est à la main du salarié et donc aucune communication ne sera faite en dehors de l'échange entre le salarié et le conseiller en évolution professionnelle. Impartialité, neutralité restent effectivement de rigueur, comme c'était aussi le cas dans le cadre du bilan, hein. Proximité, puisque là, on est sur un service public qui se doit d'être proposé au plus proche des actifs. Donc, on va avoir effectivement la possibilité de mobiliser ce dispositif à environ une trentaine de minutes, soit de son lieu de travail, soit son lieu d'habitation, au niveau des régions. Et puis personnalisé, puisqu'on est là clairement sur un dispositif qui se construit en fonction du besoin de la personne. Donc la durée, les modalités sont aussi en lien avec le besoin de la personne. Et donc on va personnaliser effectivement l'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Vous retrouverez toutes les informations sur ce conseil en évolution professionnelle et notamment comment identifier l'opérateur qui porte ce dispositif dans votre région et au plus près de votre territoire en allant chercher les informations sur www.mon-cep.org et ça vous permettra d'avoir les opérateurs parce que ce conseil en évolution professionnelle, je l'ai dit, il est ouvert à tous les salariés et les indépendants. Ce qui va dépendre, c'est le statut que vous avez qui va définir quel est l'opérateur qui va vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Avenir Actif, auquel nous appartenons avec Emmanuel, porte le service du conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants du secteur privé. Donc, toutes les personnes qui sont sous contrat de droit privé. Pour l'APEC, c'est la même chose. L'APEC porte effectivement le conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé et les indépendants qui sont sous cadre en termes de statut, mais qui le portent aussi pour les cadres demandeurs d'emploi. Donc, voilà, ils ont la double casquette. Pour les personnes qui sont salariées mais sans poste, sans activité professionnelle pour le moment, donc demandeurs d'emploi, c'est France Travail qui proposera ce conseil en évolution professionnelle. Et pour les plus jeunes, pour les moins de 26 ans, ça sera l'émission locale. Et les personnes donc salariées en situation de handicap, mais qui ont vraiment une grosse problématique de santé qui vient interférer leur projet, ça sera les Cap Emploi qui accompagneront dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, on retrouve effectivement 5 acteurs qui portent ce service public et qui sont effectivement à choisir en fonction de son propre statut pour pouvoir mobiliser le dispositif. J'ai envie de rajouter, Sophie, si tu permets, que quelquefois c'est un peu troublant pour des personnes parce que, par exemple, les conseillers en évolution professionnelle dans les cabinets, par exemple bilan de compétences, c'est aussi cet intitulé sur leur carte de visite. Donc vraiment, ces 5 dispositifs sont service public, tout le reste, c'est du privé, hein, juste pour que vous fassiez bien le distinguo parce que ça paraît important. Moi, avant de travailler dans ce dispositif Avenir Actif, j'avais déjà conseiller en évolution professionnelle sur ma carte de visite. Voilà, juste pour la précision. Tout à fait. Alors, quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? C'est de permettre à chacun, donc à chaque salarié, hein, de pouvoir faire ses propres choix professionnels et d'évoluer notamment par l'accroissement de ses aptitudes et le développement de ses compétences et de donner l'accès, du coup, à de nouvelles qualifications professionnelles. Ça, c'est l'objectif qui est donné par le ministère du Travail, hein, par le biais de France Compétences, avec effectivement
du coup un champ d'action très large par rapport à ce qu'on a pu rapidement en parler dans le cadre du bilan. Le conseil en évolution professionnelle va accompagner sur toutes les questions qu'on peut se poser tout au long de son parcours professionnel en lien avec effectivement son emploi, son évolution, ses souhaits d'évolution. Donc, on va retrouver effectivement des actions qui sont liées à l'évolution professionnelle avec, par exemple, la prise de recul sur sa situation, avoir besoin de poser les choses, de pouvoir éventuellement travailler la cartographie de ses compétences, faire le point, d'identifier effectivement les besoins de formation, de renfort, d'expertise de ses compétences pour pouvoir permettre, par exemple, à un collaborateur de sécuriser ou de se spécialiser par rapport à son emploi ou au contraire d'identifier effectivement des besoins de formation pour renforcer ses compétences et du coup de se rendre plus facilement employable pour pouvoir aller plus facilement vers une mobilité externe. On va avoir effectivement aussi des actions en lien avec la recherche d'emploi, c'est-à-dire de pouvoir informer sur les opportunités, quelles sont effectivement la situation de l'emploi dans mon secteur, quels sont les métiers en tension, comment je peux éventuellement conduire une recherche d'emploi. Est-ce que je peux être accompagnée sur le travail de mes outils, de la préparation à l'entretien? Ça va être aussi tout ce qui touche la mobilité interne, c'est-à-dire que moi, je ne souhaite pas spécialement quitter mon entreprise, mais j'ai besoin d'être accompagnée sur un travail, sur un projet d'évolution interne. J'ai un entretien professionnel prochainement. J'aurais besoin de le préparer, de pouvoir valoriser effectivement mon souhait de mobilité. Voilà, c'est toutes ces actions-là, donc faciliter aussi le dialogue avec son employeur. Ça va être accompagné aussi une recherche de formation, les financements, comment effectivement je peux avoir accès à d'autres financements que le CPF, quels sont effectivement les certifications là, qui pourraient aussi m'apporter une sécurisation de mon parcours, alors soit en passant par la formation, soit en passant par la validation des acquis. C'est tous ces champs-là, tous ces questionnements que l'on peut avoir qui peuvent être abordés et accompagnés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors, comment? Donc, en fait, le conseil en évolution professionnelle, c'est donc un dispositif qui est individualisé, mais confidentiel et adapté, mais il commence toujours par la même chose, et c'est effectivement, dans un premier temps, c'est la possibilité lors d'un échange, d'un premier échange, c'est un rendez-vous qui dure 1h30, d'exprimer en fait sa demande, son besoin, d'avoir accès déjà à un premier niveau d'information, de conseils en lien avec le besoin et la demande que l'on a pu exprimer. Alors, ça peut toucher sur les métiers, la formation, l'offre de formation, l'environnement professionnel, je disais, les dispositifs de financement, donc un peu l'accès aux droits que l'on peut avoir. Et c'est d'identifier effectivement les démarches possibles et les éventuelles suites à donner. Et c'est à ce moment-là qu'il sera effectivement défini une co-construction ou pas d'un parcours pour pouvoir mobiliser un accompagnement personnalisé pour mettre en œuvre effectivement le projet. Donc, on va aller dans un cadencement là de rendez-vous qui sera aussi en lien avec les besoins de la personne, sa disponibilité et puis aussi quelque chose qui va pouvoir s'étaler un peu plus dans le temps par rapport à ce qu'on a pu voir dans le cadre du bilan de compétences, puisque le conseil en évolution professionnelle, quand on passe dans la deuxième partie de l'accompagnement personnalisé, on a 1 an pour réaliser cet accompagnement et on est quand même sur un cadencement qui peut aller entre 3 et 6 rendez-vous
auxquelles seront associées d'autres démarches, notamment l'accès à des ateliers collectifs, que vous pourrez bénéficier effectivement par rapport aux besoins. Ça va être aussi la mise en place et la mise à disposition d'un certain nombre de ressources en ligne pour avancer en autonomie et à votre rythme sur votre projet, et d'avoir aussi la possibilité de réaliser des PMSMP. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, les mises en situation. C'est ce qu'on pourrait appeler des mini-stages qui permettent effectivement aussi de pouvoir se confronter effectivement avec un métier, un emploi dans un environnement qu'on ne connaît pas, pour en tout cas soit sécuriser le projet ou en tout cas se faire connaître, en tout cas, pourquoi pas, d'un employeur aussi. C'est des choses qui peuvent parfaitement être utilisées dans ce cadre-là. Donc, il y a aussi l'accompagnement dans la mise en relation avec des partenaires, spécifiques, qui peuvent aussi vous aider dans votre projet. Donc, le CEP peut être un appui, effectivement, tout au long un appui, un soutien à l'accompagnement tout au long de la durée de votre projet. Et c'est quelque chose qui peut aussi être remobilisé plusieurs fois dans son parcours professionnel. Ce n'est pas une seule fois, c'est un service qui est à disposition du salarié tout au long de son parcours. Est-ce que tu vois des choses à rajouter, Emmanuel, ou pas? J'ai le temps de donner un exemple ou pas? Vas-y, je t'en prie. Ouais, alors j'ai vu quelqu'un qui voulait, créer, par exemple son entreprise. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais quand vous êtes accompagné, vous avez accès à un site numérique. Sur ce site numérique, par exemple, sur la thématique création d'entreprise, il y a des fiches conseils, donc par exemple les 10 étapes pour entreprendre. Il y a des fiches d'exercices qui notamment, en fait, si je fais pour être entrepreneur, qui est vraiment bien fait. Alors c'est pas parce que, c'est pas parce qu'à un moment donné, on aura vu qu'il y a des points qui sont moins bons. C'est justement, ça va pas, arrêter le projet. C'est simplement, en fait, identifier avant même de se lancer, sur quelle thématique je dois m'améliorer avant de commencer pour sécuriser un maximum mon projet. Après, il y a aussi des webinaires en live ou en replay, par exemple sur le changement de métier, sur l'étude de marché, pour la mise en relation avec les partenaires, les CEP, les conseillers en évolution professionnelle, pardon, ils connaissent en fait, les partenaires de leur territoire. Ils peuvent mettre en relation avec des personnes qui vont aider à faire une étude de marché, d'autres en fait qui vont avoir des prêts à taux zéro. Vous voyez en fait, et du coup ça va clarifier le projet parce que souvent ces thématiques-là paraissent assez obscures, et on va donner des outils très concrets, et on va faciliter en fait ce parcours, et sur toutes les thématiques, en fait, c'est vraiment la thématique facilité, sécuriser. Voilà. Bon, j'ai été assez brève sur l'exemple, mais ça me permettait, d'illustrer un petit peu. Mmh. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Je vous propose Ouais. d'attendre un petit peu pour apporter les réponses, parce qu'elles vont aussi être abordées dans la présentation, dans les slides qui suivent. Donc voilà. Quelle différence, similitude et complémentarité avec le bilan? On va pouvoir justement, ça va apporter quelques éléments de réponse aux questions qui sont posées dans le chat. Donc pour le bilan, Emmanuel? Bah, alors, pour le bilan, petit rappel, la prestation, elle est payante, hein. C'est Voilà. une action de formation, ça dure entre 12 et 24 heures. Et puis on rentre dans l'analyse, OK? On va voilà, je vais laisser Sophie parler. En fait, là, on rentre vraiment dans l'analyse, et ça dure plus longtemps. Voilà. Et le CEP, en fait, on est sur un dispositif qui est gratuit. Donc ça, c'est effectivement une des grandes différences. C'est un service public. C'est co-construit dans le temps. Donc effectivement, on réajuste en fonction du besoin et de l'avancée. Et on est dans un appui à la prise de recul. Donc l'objectif, il est d'apporter les éléments pour pouvoir permettre à la personne de prendre des décisions et d'avancer dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'évolution professionnelle. Et le CEP, ça aborde, vous l'avez vu tout à l'heure, un spectre de questions beaucoup plus large. En fait, ça aborde n'importe quelle question carrière, en clair. Alors que le bilan de compétences, on est quand même sur la notion de compétence et l'analyse des compétences, et qu'est-ce que je peux faire après avec. Voilà, c'est un petit peu plus restreint. Et sur le bilan de compétences, quand je disais on rentre dans l'analyse, si je donne un exemple, par exemple,
sur notre guide des ressources là, hein, sur les ressources, vous avez possibilité de faire par exemple, le test, par exemple: «Suis-je fait pour être entrepreneur?» En fait, c'est vous qui allez voir la réponse et nous, on va vous apporter du conseil de premier niveau. Sur le bilan de compétences, on rentrerait dans l'analyse. OK, pourquoi? Comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on ne le fait pas. C'est du conseil de premier niveau. Voilà, je ne sais pas si ça clarifie, en fait, pour la personne qui a demandé, en fait, la nuance entre le bilan de compétences et le CEP. Est-ce que ça vous aide? Alors la personne n'a pas répondu, donc j'espère que ça va aider. Hem, Mmh. alors pour la dernière question, je suis en recherche d'emploi, puis-je prétendre à un conseil en évolution professionnelle? Alors ça dépend si vous êtes salarié du privé, oui, mais si vous êtes demandeur d'emploi, oui, parce que vous avez vu en fait que France Travail est aussi, ou Cap Emploi, est aussi un prestataire, conseiller en évolution professionnelle. Alors, je n'ai pas compris comment accéder à ces sites quand on est en CEP, nous suit comment y accéder. En fait, il faudra d'abord être suivi pour accéder au site. On ne peut pas y accéder sans être accompagné. Voilà, c'est le principe, il faut prendre un premier rendez-vous et une fois qu'on a pris un premier rendez-vous, on a accès au site. On va continuer, Cécile, je me permets de donner votre prénom, à, clarifier en fait, le rôle du CEP et du bilan de compétences avant-après, hein, voilà, parce que ça peut s'articuler et voilà, c'est justement la thématique qu'on va aborder là tout de suite. Tout à fait. Donc, le rôle du CEP avant le bilan de compétences, quand on appelle d'abord son CEP avant d'entreprendre un bilan. Emmanuel, excuse-moi, je te laisse Oui, ou pas? oui, je ne sais plus ce qu'on avait dit en fait, mais peu Je importe. Alors le bilan de compétences, en fait, avant le bilan de compétences, en fait, le rôle du CEP, il y a des gens qui arrivent, comme je disais tout à l'heure, avec une idée métier. Est-ce que ça va être nécessaire de passer par un bilan de compétences alors qu'on a déjà des outils à disposition dont vous pourriez bénéficier? Est-ce qu'on ne peut pas essayer en fait de vous faire travailler en fait sur cette thématique sans passer forcément par quelque chose qui est payant? Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Hein, voilà, on peut aider dans le travail d'introspection, afin de s'assurer de la pertinence du bilan de compétences, c'est ce que je viens de dire et informer, sur le bilan, en présentant le cadre légal. En fait, on va présenter, en fait, les grandes lignes pour que la personne puisse être accompagnée et avoir avoir le cadre, hein, notamment pour la PMSMP et donc le mini-stage comme disait Sophie et les enquêtes métiers. J'ai déjà rencontré, dans mon parcours des gens qui, dispensaient des bilans de compétences et qui m'ont dit: «Ah mais moi je fais pas les enquêtes métiers, hein, c'est embêtant ça, hein, voilà j'arrête», En fait la personne elle a arrêté, à une partie du bilan, mais pour moi, c'était pas abouti, en fait. Et du coup, d'avoir tous ces éléments, en fait, pour comprendre pourquoi on en a besoin et qu'est-ce qui est important, ça vous permet aussi de choisir, en fait, le bon interlocuteur si nécessaire et ça aide au choix. Voilà. Donc, je te laisse pendant le bilan ou je fais aussi? Je sais plus, Non, je vais le faire si tu veux. OK, Donc, allez. si effectivement vous avez mobilisé le conseil en évolution professionnelle en amont, il a été décidé et vu dans l'échange que le bilan pourrait être nécessaire ou en tout cas intéressant pour vous d'être réalisé pour vous aider à mettre les choses, à y voir plus clair, à prendre du recul, à avoir. Donc, vous réalisez votre bilan. Bah, le fait d'avoir mobilisé le CEP, avant la réalisation de votre bilan vous permet pendant le bilan de compétences de rester effectivement, la possibilité de contacter votre conseiller en évolution professionnelle. C'est-à-dire que il peut effectivement vous apporter, et être sollicité pour apporter quelques éléments de réponse ou de questionnement qui peuvent être soulevés dans le cadre du bilan. On peut aussi, vous permettre, d'intermédiaire auprès de l'organisme de bilan en cas de problème, sans pour autant effectivement, se substituer au prestataire, hein. Mais par exemple faire effectivement, bah, voilà un point, mobiliser éventuellement une PMSMP pour vous aider, à faire, à faire les démarches de validation notamment du projet, de répondre éventuellement aussi sur les possibilités de financement, enfin toutes ces questions-là et surtout de commencer à mettre en place un plan d'action, lorsque les délais sont courts, notamment, quand on a un projet qui va nécessiter un dispositif de formation
et qui va nécessiter un financement par le biais de Transition Pro, notamment pour le PTP, hein, le projet de transition professionnelle, on est souvent contraint non seulement par le calendrier de la formation et aussi sur le fait que pour mobiliser ce dispositif de financement, il y a des délais à respecter, notamment de dépôt de dossier en amont de l'entrée en formation. Donc, voilà, il y a tous ces éléments-là. C'est quelque chose qui peut se construire en parallèle du bilan. Et puis, autrement, après le bilan, vous avez soit vous avez déjà mobilisé le CEP en amont, vous revenez, vous refaites un point effectivement avec votre conseiller en évolution professionnelle, soit effectivement à l'issue du bilan, vous avez besoin d'être accompagné dans la mise en œuvre du projet. Et dans ces cas-là, vous ferez appel effectivement au conseiller en évolution professionnelle pour être accompagné, puisqu'on l'a vu, hein, le bilan s'arrête au bout des heures qui avaient été définies et on n'a pas toujours effectivement la possibilité d'avoir avancé sur son plan d'action. Et le conseiller en évolution professionnelle peut prendre le relais et vous permettre effectivement d'avoir accès aux éléments qui vont vous permettre de réaliser votre projet. J'ai rien à rajouter. Je pense que tu as fait le tour en fait, mais on verra dans les questions en fait s'il y a d'autres éléments de précision à apporter. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement le CEP et le bilan ne s'opposent pas, loin de là. Ce sont des choix qu'on est obligé de faire à un moment donné, notamment pour le bilan de compétences, parce qu'il y a un coût. Et je sais que dans les questions qui ont été posées précédemment dans le chat, effectivement, ça, si on prend, on a vu, hein, on est entre 1800 et 2200, voire 2500 euros pour un bilan. Sur une enveloppe CPF qui de toute façon est à son maximum à 5 000 euros, effectivement, ça te fait un petit trou dans l'enveloppe du CPF. Donc, je pense qu'effectivement, bénéficier d'avoir à sa main, à sa disposition, un service public qui est gratuit, qui permet d'avoir effectivement des temps d'échange, de l'information, du conseil et d'être accompagné sur cette question de l'évolution, ça permet en tout cas en amont de pouvoir vérifier que le bilan a bien tout son intérêt au regard de votre situation et aussi, pourquoi pas, de définir s'il y a nécessité ou pas de mobiliser 24 heures ou si on peut aller en deçà des 24 heures. Donc, d'adapter aussi le bilan au regard du réel besoin de la personne. Et sur la partie pratico-pratique, en fait, sur votre compte personnel de formation, je ne sais pas si vous le savez, mais pour acheter une formation avec son compte personnel de formation, il faut créer un compte numérique. Pour certaines personnes, c'est simple. Pour d'autres, il y a besoin parfois d'être accompagné et le conseiller en évolution professionnelle peut aussi être là pour ça. Voilà. Il ne va pas faire à votre place, attention, hein, il va faire avec vous, hein. Mais En voilà. fait, non, on accompagne les gens pour les faire gagner en autonomie et pour qu'ils soient en mesure de le faire seuls, par la suite. En tout cas, on accompagne et on fait avec si besoin. Mmh. Il faut aussi, enfin voilà, c'est de se dire, on est sur un dispositif qui est gratuit, donc qui ne vous engage pas financièrement. Je pense qu'effectivement, ça peut être toujours intéressant de pousser la porte du conseil en évolution professionnelle dans un premier temps pour voir effectivement quels seraient les conseils, les informations que l'on peut vous apporter au regard de vos questions, de votre situation, pour vous permettre d'avancer. Et c'est vous qui prendrez de toute façon toujours les décisions. On reste bien dans impartial, neutralité. Et c'est vrai que j'ai envie de rajouter aussi que, vous êtes accompagné par un conseiller en évolution professionnelle dans le cadre d'un conseil, dans le cadre du CEP, mais aussi en bilan de compétences. 2 cerveaux réfléchissent mieux qu'un et 3 encore mieux que 2. Vous avez 2 personnes qui vous conseillent, peut-être avec, un spectre un petit peu différent, mais quelquefois ça va se rejoindre et du coup, vous allez dire: «Ah bah oui, effectivement, ils m'ont dit la même chose» ou l'inverse, ils m'ont pas dit la même chose, du coup, la vérité elle est où? Mais votre vérité à vous, vous allez la trouver, on va vous aider à ça, puisqu'on est neutre là-dessus et on va vous aider en fait à trouver le bon compromis pour vous et comment vous allez faire ça. Ça, c'est important aussi. Et de vous aider de différentes manières parce qu'il aura des outils, on en aura d'autres, même si ça se recoupe, mais quelquefois vous serez plus à l'aise avec certains outils que d'autres et du coup ça va faciliter, sécuriser. C'est pas obligatoire, hein, comme on l'a dit, mais
voilà, ça pour certaines personnes, en fait, ils ont besoin à ce moment-là d'avoir plusieurs interlocuteurs heu, parce qu'ils n'arrivent pas à avancer tout seuls. Tout à fait. Et je le disais effectivement aussi tout à l'heure, parce que je vois qu'il y a des dans le chat des questions concernant le coût, concernant le choix et tout. Effectivement, les opérateurs, pratiquent des tarifs qui peuvent être, différents. Bah, voilà, c'est aussi même si effectivement, l'impartialité, la neutralité du conseiller en évolution professionnelle, se doit d'être, là, on peut quand même, vous aider aussi à identifier ou à savoir effectivement identifier les acteurs de votre, autour de votre de territoire ou en tout cas de votre lieu de résidence ou d'emploi, qui vous permettent en tout cas d'aller vers des opérateurs qui sont reconnus et qui ont les pignons sur rue, effectivement. Parce qu'on a effectivement, par le biais du CPF, de nombreux acteurs qui proposent le bilan de compétences, mais il est important de vérifier effectivement quelles sont les modalités qui sont proposées. On peut avoir des actions avec du distanciel majoritairement, d'autres auront besoin plutôt de présentiel et dans ces cas-là, il y a effectivement la nécessité d'aller vers des acteurs qui ont des locaux pour pouvoir vous accueillir. Alors j'ai une personne, en fait, qui pose la question du bilan de compétences avec un outplacement. Hem, Est-ce que je peux conclure que le coaching revient au CEP? Alors, je n'étais pas au courant pour ça, au moment Voilà. de mon retour conseil, il me demande de PC. Est-ce que je peux conclure que coaching revient au CEP? Alors, par rapport au par exemple, dans cette situation-là, il y aurait pas, il était tout à fait possible, d'enclencher le CEP avant la rupture conventionnelle. Mmh. C'était quelque chose qui était parfaitement possible. En fait, il faut l'ouvrir, notamment côté avenir actif, hein, quand on est salarié sous contrat. C'est un dispositif, une fois qu'il est ouvert, je le disais tout à l'heure, qui court sur 1 an. Il aurait pu effectivement venir en soutien de des de ce qui a été effectivement, négocié, notamment la réalisation d'un bilan et d'un accompagnement après, en outplacement. Effectivement, le CEP aurait pu trouver sa place comme troisième partenaire, en tout cas, dans ce dispositif. Par contre, effectivement, hein, je le rappelle, hein, le bilan de compétences a quand même beaucoup plus d'heures généralement avec les heures d'outplacement, ça n'aurait pas substitué, hein. Voilà, Non, c'est, c'était un complément. voilà. Hein, je me permets de compléter avec Mmh, ça, mais effectivement, par certains aspects, le CEP, on guide au fur et à mesure, donc effectivement, comme on guide à côté, ça peut revenir par certains aspects au coaching. Voilà. mmh. Mais ça n'est pas du coaching pur, hein, c'est certains aspects, un certain point du coaching. Voilà. Est-ce possible de faire un bilan de compétences en groupe? Tout à fait, il y a des centres bilans qui le font. Voilà, c'est vraiment en fait, c'est des questions à poser justement. Est-ce que vous faites Mmh. ça en groupe ou en individuel? C'est des questions en fait, tout ce qui est important pour vous, il va falloir poser la question au centre bilan. Voilà, mais effectivement, il y a, France Travail, fait alors c'est pas un bilan de compétences, mais ils appellent ça bilan projet. Ça permet d'initier un petit peu cette thématique de bilan de compétences et c'est en groupe et ça permet en fait aux personnes d'échanger en fait, c'est souvent des personnes qui sont dans une même genre de situation ou des voilà et ça alors ça résout pas le problème, mais ça on se sent mieux parce que souvent on a l'impression d'être seul et du coup, voilà d'être plusieurs, ça peut aussi être une modalité. Alors, les employeurs ont l'obligation d'en parler à leurs salariés? Oui, normalement, dans le cadre de l'entretien professionnel, l'employeur se doit normalement, la loi avait effectivement, été claire, de communiquer auprès de son salarié sur le conseil en évolution professionnelle, le compte personnel de formation et la VAE. Ouais. Et pour rencontrer des entrepreneurs, en fait, souvent, ils me disent: «Oui, mais en fait, j'ai déjà du mal à recruter, donc je vais pas en plus, leur donner ce numéro». Vous l'avez compris, en fait, c'est parce qu'ils nous stigmatisent à la reconversion, alors que nous, on aborde toutes les questions carrières dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et vous savez, c'est pas parce qu'on fait un bilan de compétences, qu'on étudie le champ des possibles, qu'on va forcément quitter son travail. Quelquefois, ça permet juste de clarifier la situation et de dire: «Ah oui, je subissais une situation, avant,
Mais maintenant que j'ai été voir ailleurs comment ça se passait, eh ben, je peux dire que j'ai bien envie de rester où je suis. C'est pas si mal au fond. Avec mes collègues, on a établi qu'environ, la moitié des personnes qui arrivent en conseil en évolution professionnelle avec l'idée de changer d'entreprise ou de partir, ne partent pas forcément. Parce qu'on les aide justement à investiguer, à chercher, et nous, on n'est pas ni pro entreprise, ni pro salarié, en fait, on est pro projet et du coup, ça aide la personne à vraiment clarifier ses besoins et là, on voilà, donc n'hésitez pas à en parler dans votre entourage parce qu'effectivement, c'est un service qui est très peu connu, hein, c'est revenu dans le chat. Hem, on peut venir présenter ça, ce service en fait, dans toutes les régions en fait. Il y a des personnes comme Sophie et moi qui sommes, référentes sur le territoire pour présenter justement ce service à tous les acteurs du territoire, les acteurs emploi et leur montrer en fait que, ce service peut aussi les aider à mieux identifier ce qu'on peut faire lors de l'entretien pro, à trouver aussi des financements externes pour une évolution interne. Alors, voilà, je donne des exemples, mais qui sont réels, hein. Mmh. Donc du coup, faut pas hésiter à en parler et franchement, au pire, ça les aide pas, mais en tout cas, ils peuvent une entreprise en fait qui propose une aide extérieure, elle va être mieux considérée par ses salariés qu'une entreprise qui souhaite à tout prix garder ses salariés. Et un salarié qui veut partir, si l'entreprise l'accompagne pour partir, elle va travailler sa marque employeur, alors que, un salarié qui part et qu'on n'aide pas du tout, au contraire, on lui adresse plus la parole et on lui ouvre la porte grand, bah, vous voyez, c'est pas du tout le même sujet et l'entreprise est perçue de manière complètement différente. Certaines entreprises l'entendent et nous font, on intervient régulièrement, d'autres l'entendent pas, mais c'est à vous, en fait, sur le terrain, de devenir nos nouveaux ambassadeurs du conseil en évolution professionnelle. N'hésitez pas à en parler, votre famille, vos voisins, je suis sûre que vous avez tous au moins une personne dans votre entourage qui pourra en bénéficier et à qui ça pourrait servir. Et donc, pour pouvoir mobiliser le conseil en évolution professionnelle, donc il faut prendre un rendez-vous avec, son conseiller. Je le disais tout à l'heure, hein, vous irez, sur, le site, www.mon-le-cep.org. Ça vous permettra d'arriver sur cet écran que vous voyez ici, de pouvoir qualifier votre situation, votre, lieu de résidence et vous pourrez effectivement accéder du coup en fonction de ces éléments complétés sur les opérateurs qui peuvent vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et donc, il y aura un premier rendez-vous à appeler. Alors, en général, c'est un numéro vert à appeler ou une prise de rendez-vous en ligne. Et ça vous permettra d'obtenir un premier rendez-vous qui est un premier niveau d'information, de conseil, d'analyse de la demande. Et puis, c'est à ce moment-là, à l'issue de ce rendez-vous, que vous déciderez ou pas de poursuivre dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Et ce premier rendez-vous, c'est super parce que c'est vrai que ça permet de faire le point sur votre situation, d'avoir un premier niveau de conseil et en plus, vous partez avec le compte rendu de ce qui a été dit pendant ce rendez-vous. Avec les liens vers les sites, voilà. Donc ça vous permet en fait, quelquefois, ça fait quand même beaucoup d'infos, quelquefois pour certaines personnes. Donc ça permet de relire tranquillement et puis peut-être aussi d'en parler à son entourage pour prendre des décisions. Quelquefois, on a besoin d'en parler dans sa famille pour avancer et tout ça, c'est vraiment facilitant, hein. On l'avait pas dit qu'on partait avec le compte rendu, mais c'est le cas systématiquement. Voilà. Alors Voilà. peut-être à l'instant T ou le lendemain, ça dépend des conseillers, mais assez rapidement. Voilà. Alors, il y a une question d'Élodie qui semble intéresser, en tout cas la réponse semble intéresser d'autres personnes dans le chat. Est-ce que le CEP peut nous conseiller pour négocier un licenciement? C'est alors on aborde toutes les questions carrières. On a une fiche conseil en fait sur les différentes modalités de rupture de contrat sur lesquelles, figurent déjà des conseils et après on peut échanger avec la personne «Si je dis ça, qu'est-ce qui se passe? Si je dis ça, qu'est-ce qui se passe?» Si je dis ça, en fait, d'établir un plan A, un plan B, un plan C de manière la plus neutre possible. On va pas l'influencer en fait. On va juste, l'aider à se projeter dans différentes situations, pour être, un peu plus près que ce qu'il était en arrivant, en venant nous voir. C'est ça, on va plutôt aider la personne à identifier, le discours qu'elle doit porter par rapport à effectivement, à telle situation. Si j'ai des réponses si on me dit telle réponse,
comment je rebondis, comment j'argumente. Ça va plutôt être ce conseil et cette aide-là qu'effectivement un soutien ou un conseil pour négocier en direct le licenciement. Nous, on Et on peut aussi n'interviendra pas. ouais, et on peut aussi faciliter, en fait, la mise en relation avec d'autres acteurs du territoire, Mmh. qui peuvent être spécialisés sur ces questions, en fait, hein, voilà, puisqu'on a à notre disposition tout un panel, en fait, de de professionnels, d'experts sur le territoire, dont c'est le métier, hein. Nous, je vous rappelle, on est là sur du conseil de premier niveau et on n'est pas expert, dans ces domaines. Voilà. C'est on présente vraiment nos limites à ce moment-là pour sécuriser votre parcours pro, y compris pour partir de l'entreprise, hein. Nous arrivons au terme, donc je pense qu'on a rebalayé l'ensemble des questions. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et s'il n'y a plus d'autres questions, eh ben, je pense on va arrêter là le webinaire d'aujourd'hui, donc sur Je différencie le CEP et le bilan de compétences. Et j'espère que cette présentation vous a permis de faire le distinguo entre ces deux dispositifs et, comme je le disais tout à l'heure, qui ne s'opposent pas, mais au contraire, qui sont parfois très complémentaires. Merci à tous également. Je vous souhaite une agréable soirée et aussi une belle évolution professionnelle, forcément. Et n'hésitez pas à le mobiliser, ce conseil en évolution professionnelle. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.